Je m'appelle Olivier. Je ne suis pas venu tout seul aujourd'hui. Je suis venu avec plein d'hospitaliers et hospitalières qui sont au service des malades. Donc, si vous voulez bien vous lever, les amis, on vous voit. Avec nos diacres, bien entendu, vous l'avez compris. Voilà. Je suis le président. Merci. Je suis le président de l'hospitalité diocésaine d'Évry, nommé il y a quelques années déjà par Monseigneur Dubost et renouvelé par Monseigneur Ponsard. Merci Père Thomas de nous avoir accueillis aujourd'hui et d'avoir fait une telle publicité pour l'hospitalité pendant cette année. Merci à vous. Et merci à vous tous, chers paroissiens, de nous avoir ouvert les portes de votre église. Lourdes, 11 février 1858, une belle dame est apparue à la petite Bernadette Soubirou alors qu'elle ramasse du bois mort à la grotte de Massabielle. Ça ne sera que la première des 18 apparitions de Marie à Bernadette à Lourdes. Et depuis plus de 160 ans maintenant, à la suite de la petite Bernadette, des hommes et des femmes se rendent à Lourdes en pèlerinage. Parmi eux, certains choisissent d'y aller parfois en tant qu'hospitaliers et hospitalières pour prendre soin bénévolement de tous ceux pour qui le voyage n'est pas possible de façon autonome. C'est ainsi que depuis bientôt 30 ans, Patrick est donc le premier président de l'hospitalité, cette hospitalité prend la route de Lourdes durant les vacances du printemps, avec environ 60 pèlerins accompagnés et 160 hospitaliers, aidés par des jeunes des apprentis d'Auteuil et des jeunes de différentes aumôneries de nos écoles privées du diocèse. Mais on n'en a pas assez, non? Notre prochain pèlerinage aura lieu du 8 au 13 avril 2024. Lourdes ne serait pas vraiment Lourdes sans les pèlerins accompagnés et les hospitaliers qui prennent soin d'eux du lever au coucher durant ces 5 jours extraordinaires. Pour continuer notre mission auprès des pèlerins en faiblesse, nous avons, vous l'avez compris, besoin de forces vives. Donc nous avons besoin de vous, et vous pouvez nous aider. N'est-ce pas peut-être une façon d'approfondir la réflexion sur les actes du synode de notre diocèse? Évangéliser en prenant soin. Servir, c'est répondre au message d'amour de l'Évangile. Servir à Lourdes, c'est lever les yeux vers Marie, à la suite de Bernadette. Marie qui veille, Marie qui accueille, Marie qui protège, Marie qui intercède. Hospitaliers et hospitalières venus de toutes les zones, nous donnons notre temps, nos efforts, notre énergie, notre argent aussi, pour accompagner nos amis pèlerins de tout le diocèse qui en ont besoin. Alors, n'ayez pas peur, osez venir à Lourdes vous mettre au service de nos sœurs et frères souffrants. L'hospitalité diocésaine a besoin de bras. Nos amis en faiblesse ont besoin de vous, de nous. Pas besoin d'avoir de connaissances médicales pour cela. Juste un cœur gros comme ça. Ce cœur à offrir. Si vous ne pouvez pas venir à Lourdes, vous pouvez nous aider en nous soutenant aussi financièrement. En effet, certaines personnes malades ou accompagnantes ont peu de moyens et nous les aidons en participant au financement de leur pèlerinage. Nous pouvons le faire grâce aux dons reçus. Merci par avance de votre générosité. Vous pourrez aussi, environ 15 jours ou 3 semaines avant le pèlerinage, nous confier vos intentions de prière à Marie. Nous les porterons à la grotte pour vous. Ce que je vous propose maintenant, après bien sûr votre bénédiction, mon Père, c'est de nous retrouver au fond de l'église pour partager le verre de l'amitié. Je crois qu'on aura droit à un vin chaud aujourd'hui. Et bien sûr aussi des boissons sans alcool, ne vous inquiétez pas. Ça sera peut-être l'occasion de mieux vous connaître. Nous sommes à votre écoute et à votre disposition pour échanger sur le service auprès des malades.
Nous vous proposerons aussi de tenter votre chance. Nous tirons notre tombola tout à l'heure. Achetez des carnets ou des billets de tombola, vous pourrez être gagnant. Le premier prix, un pèlerinage à Lourdes, bien sûr. Voilà, vous pourrez aussi acheter quelques stylos à l'image de l'hospitalité, ça nous aide. Encore une fois, merci de votre soutien, merci de votre accueil, et tous ensemble au service des malades. Merci. Pour l'hospitalité diocésaine, pour nous tous, tout ce que nous pouvons faire pour honorer ce triste roi de l'univers. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Marie conçue sans péché, Notre-Dame de France, Notre-Dame de France, Notre-Dame de France. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Entrez dans la paix du Christ. Aux fêtes du Christ roi de l'univers. Bien, et bien écoutez, on attaque dans le vif du sujet, si ça veut bien fonctionner. Ah, là c'est la technique qui marche plus, de ce côté-là. Ça va marcher, ça va marcher. Donc nous étions tous ensemble, en fin octobre, enfin pas tous ensemble. Et, il y avait Christelle, il y avait Arnaud, et j'avais invité en plus Antonio et Maria, pour la remercier encore une fois de la fin de son service durant toutes ces années, à participer donc à ce congrès. Je crois qu'ils en ont été très heureux. Hein, vous vous en êtes rendu compte qu'on n'est pas tout seul au monde à nous occuper de nos amis malades et handicapés. Donc nous étions tous à Bordeaux, alors on n'a pas trop picolé, je vous rassure, et puis malheureusement on n'a pas eu trop de soleil, on a passé pratiquement 3 jours sous une pluie battante. Mais en même temps, un prêtre du diocèse nous a expliqué qu'à Bordeaux c'était le miracle de Cana renouvelé, puisque toute l'eau qui tombe du ciel est transformée en vin dans les vignes du Bordelais. Les vignes du Seigneur. Et il a plu, hein. Et il a plu, hein. Oui, il a plu. Il y a toujours les Suisses. Les quoi? Les Suisses.
Oui, oui, il y avait des Suisses encore avec nous. On avait des Suisses et je crois des Belges aussi. Des Belges, oui. Donc je vous rappelle, qui dit congrès des présidents, dit congrès des présidents de l'hospitalité francophone. Ce congrès a lieu parce que les présidents d'hospitalité francophone, donc nous sommes plus d'une centaine, sont réunis eux-mêmes en association. D'accord? Et nous avons donc un président des présidents qui est là pour porter la parole de toutes les hospitalités auprès, entre autres, des sanctuaires ou des hôteliers. C'est mieux d'arriver en se disant on représente une association de 150 personnes et on a des doléances à nous présenter. Vous avez une petite vue de la salle dans laquelle nous travaillions, où nous assistions à différentes conférences en séance plénière et vous avez donc un petit panel. Il y a la même chose à droite, mais bon, je ne peux pas tout prendre non plus. Donc ce sont que des présidents, des vice-présidents, des gens de bureau aussi ou des invités. Voilà, ça représente une petite partie des participants. Vous avez là, on fait régulièrement pendant le séjour une photo souvenir de l'ensemble du groupe. Là, c'était dans la cour de l'hôtel de ville de Bordeaux, puisque nous avons été reçus par un adjoint au maire de Bordeaux. Et voilà une idée un petit peu du nombre de personnes que représentent ces rassemblements. D'accord? Ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, c'est la petite chose pour laquelle Jean-Jacques vous faisait signer. C'est pour vous montrer qu'on n'est pas là que pour rigoler, se faire prendre en photo, etc. Mais on est là aussi pour travailler sur différents ateliers. Et entre autres, ça tombe bien parce que nous, c'est un sujet qui nous est cher, enfin surtout à Jean-Jacques, et par la force des choses à moi et à vous tous, de travailler sur des pistes, d'avoir des réductions de tarifs sur notre pèlerinage. Ça travaille tout le monde, vous voyez, puisqu'on en parle en hospitalité francophone. Donc on a eu des ateliers justement pour savoir comment on pouvait envisager d'avoir un avantage fiscal sur le coût de notre pèlerinage. Il y a eu 2 ateliers parce qu'il y a certaines hospitalités qui sont en association loi 1901. D'accord? Ce sont vraiment des associations indépendantes par rapport à leur diocèse et à leur évêché. Nous sommes service diocésain, donc nous sommes l'ADECE. Nous n'avons pas notre propre autonomie. Donc si on délivre des reçus fiscaux, ce seront des reçus fiscaux de l'évêché, qui viendront de l'économa, comme quand vous faites votre don au denier de l'église, et non pas ça n'émanera pas de chez nous. Mais voilà, il y a eu toute une réflexion avec des conseils donnés pour aller voir, rencontrer nos économes diocésains, etc. Parce qu'on a eu le même atelier aussi pour les hospitalités services diocésains. Donc là, on va attaquer un petit peu plus l'atelier. Lorsque l'on se rencontre tous, il y a toute une partie qui est un temps de parole qui est réservé au sanctuaire. D'accord? Pour nous présenter justement le bilan, les projets, et bien sûr, combien ça va coûter. Aujourd'hui, enfin ce week-end-là, les intervenants pour les sanctuaires étaient un monsieur qui s'appelait Terrier, Maxime Terrier, encore rappelle, Mathias Terrier, qui est le responsable comme marketing, hébergement sur le sanctuaire, et son adjoint que vous connaissez tous plus ou moins, qui s'appelle François Labadie, qui est l'ancien directeur de l'Arc Notre-Dame où nous logeons, où nos malades logent. D'accord? Donc ils nous ont présenté cette vidéo projection. Je ne vous la partage pas en entier. Et ça sera de mauvaise qualité parce que ce sont des photos de l'écran que je vous transmets, que j'avais pris au cours de cet atelier. Ils nous ont parlé de 2023. Alors ça ne sera peut-être pas tellement lisible, je suis désolé. Simplement, ils nous rappellent la fréquentation globale cette année, prévue en 2023. 3 70 000 pèlerins. D'accord. Et au regard de ces chiffres-là, ils nous ont écrit, mais alors c'est tout petit ici, ce qui s'était passé en 2022. Alors là, il faut que j'aille voir sur ma diapo, je suis désolé. En 2022, il y a eu 2 500 000 pèlerins, et en 2021, 1 500 000 seulement. Je vous rappelle que c'était les années Covid, post-Covid, pardon. Donc on redémarrait tranquillement. Et 2023, excusez-moi, confirme la bonne fréquentation des sanctuaires. Alors on n'est pas encore au niveau de 2022, mais d'avant Covid, mais ça monte. Sur ces 3 millions de pèlerins, il faut que vous sachiez que le pourcentage ou la part des pèlerins qui viennent en pèlerinage organisé, c'est-à-dire comme nous, ne représente que 370 000 pèlerins.
Donc les pèlerinages d'hospitalité de France et de Navarre, de l'étranger, tous les pèlerinages nationaux, ça représente 370 000 sur une fréquentation de 3 millions de pèlerins. 10% seulement. Donc vous comprendrez, et les sanctuaires nous ont expliqué, que pour les années à venir, ils mettent en route une grosse réflexion sur comment mieux accueillir et mieux intégrer ces pèlerins, alors que ce sont les pèlerins d'un jour, ou ce sont des pèlerins qui sont là 2-3 jours, mais qui arrivent en individuel et qui viennent se renseigner à l'accueil, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il y a, enfin voilà. Hein. Et donc sachez que nous, on ne représente que 10%, mais ces 10% là sont vitaux pour eux. Sont vitaux pour eux. Vitaux, hein, on va dire il prévoit pour 2024, c'est la dernière ligne qu'on ne lit pas très bien, 3 100 000 pèlerins par rapport aux 3 70 000. Voilà, pour 2024, pardon. C'est la prévision pour l'année prochaine. Donc, de là, on arrive sur la situation par rapport aux hébergements des sanctuaires. Qu'est-ce que les hébergements des sanctuaires pour ceux qui ne connaissent pas bien? Ce sont les hébergements pour nos amis malades, ce sont les hébergements pour nous quand on loge à l'Hospitalet ou à l'Ave Maria, d'accord? Et donc forcément l'accueil Notre-Dame. Attention, Marie Saint-Fray ne fait pas partie des sanctuaires, donc vous ne voyez pas de chiffres par rapport à Marie Saint-Fray. Ok? Donc il faut savoir que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. C'est l'accueil Notre-Dame, hein. C'est là où on loge tous, enfin nos malades logent. Pour l'année, alors c'était jusqu'en mois d'août, hein, on n'avait pas fini la saison encore, mais jusqu'au mois d'août, taux d'occupation 61% pour eux. Voilà. Ce qui n'est pas un mauvais chiffre, mais ça n'empêche que ça ne remplit pas toute leur capacité d'hébergement. Forcément, vous comprenez, si on ne remplit pas pendant 100%, bah pour eux, ça leur coûte de l'argent. L'Ave Maria, donc beaucoup d'entre vous logent à l'Ave Maria, hein, c'est l'accueil qui est de l'autre côté, en dehors des sanctuaires, de l'autre côté du Gave. Le taux d'occupation de cette Ave Maria est de 57%. Marthe et Marie, hein, vous voyez le petit bâtiment qui est à côté de l'Hospitalet, 36%. Voilà. Et Saint-Pierre et Saint-Paul, je ne vous en parle pas parce que c'est un accueil qui est en partenariat avec une autre association, ça ne nous concerne pas. Et le Sainte-Marie, vous n'en avez pas parlé? Ça, c'est les hôtels. C'est différent. Là, on parle vraiment que les accueils gérés par les sanctuaires. Hein, d'accord? Donc forcément, la conclusion, c'est que bien entendu, il faut encore ramener des malades, il faut ramener des malades. Ou des personnes handicapées, ou des personnes fatiguées, ou des personnes âgées. Hein, d'accord? Là, ils nous ont fait un petit récapitulatif. Si je parle trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Sur les différents événements qui ont eu lieu sur l'année 2023. Donc je vous passe rapidement. Alors les journées de Lourdes, on reviendra dessus sur 2024. Je vous en dirai un peu plus à ce moment-là. Le FRAT, hein, vous l'avez tous vécu ensemble, hein, tous ces jeunes qui étaient avec nous à Lourdes, hein, les jeunes d'Île-de-France, pardon. Le pèlerinage militaire international qui a lieu encore tous les ans, bien entendu. Grand rassemblement, comme son nom l'indique, ce sont tous les militaires du monde entier qui viennent en pèlerinage à Lourdes pendant 3 jours. Voilà. Certains d'entre nous ont eu la chance de le vivre d'ailleurs. À chaque fois je me trompe de bouton. La Lourdes, ville-étape des JMJ. Vous vous rappelez que tous les jeunes qui partaient au Portugal cette année ont fait une étape à Lourdes. Il y a eu le concert d'Andrea Bocelli. Il y a eu ce qu'ils ont appelé Lourdes United, et si je ne me trompe pas, Lourdes United était un pèlerinage virtuel. C'était un rassemblement via Internet. Il y a eu le pèlerinage national, hein, qu'on connaît tous, qui fêtait ses 150 ans cette année. Voilà. Nous, on va avoir 30 ans. Mais on s'en fiche, nous, on est plein de vivacité encore. Il y a eu le pèlerinage des Gitans et des gens du voyage. C'est un pèlerinage qui a lieu aussi tous les ans, celui-ci. Forcément les Italiens, l'Unitalsi, hein, tout le monde connaît, ou presque. Le pèlerinage du Rosaire, autre grand pèlerinage, donc celui des Assomptionnistes, au moment du 15 août. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont commencé à nous parler de leur projet. Hein, les sanctuaires ne sont pas morts, loin de là, ils comptent sur nous. Et ils ont des investissements prévus, entre autres donc au village des jeunes, au centre hydraulique. Alors a priori, je ne savais pas, j'ai découvert ça. Les sanctuaires sont propriétaires d'un centre hydraulique sur le gare du Pau.
et ils doivent le remettre un petit peu en état. À l'accueil, ils continuent toujours les travaux, les chambres de 6 à remettre en 2 chambres de 3 ou à remettre d'autres pièces pour les accueils de pèlerins valides, donc plus un côté hôtellerie. Et puis enfin des investissements divers dans les sanctuaires. Alors si vous voulez que je vous relise ça un peu plus précisément, entre autres la salle Monseigneur Théas va être faite, les sanitaires sur les sanctuaires vont être faits et divers travaux d'aménagement. Voilà, le budget est prévu 3 200 000 euros. Et puis ben, forcément quand ils ont fait le bilan de 2023, ils se sont projetés sur 2024. D'accord? Alors on partage. Le thème pastoral, donc vous l'avez compris maintenant, généralement, mais vous verrez a priori pas pour l'avenir, mais généralement, il prévoit des thèmes pastoraux sur 3 années, hein, sur un cycle de 3 années. Et ces 3 années, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Il y avait, c'était les paroles que Marie a prononcées à Bernadette, allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et qu'on vienne en procession. Donc il y a 2 ans, c'était allez dire aux prêtres. Cette année, pardon, c'était que l'on bâtisse une chapelle. Et l'année prochaine, le thème du pèlerinage, ça sera « Et que l'on vienne ici en procession ». Rien de compliqué? Tout va bien? Là, je vous laisserai découvrir, mais normalement, avec les fiches d'inscription que Christelle vous a données, c'est là, je vous ai dit, il y a toute une partie où on nous parle côté finance. Quels sont les tarifs cette année? Donc, on a tous les prix, pour l'accueil Notre-Dame, pour l'Ave Maria, pour le foyer hospitalier et la Marthe et Marie, et pour le village des jeunes. Et là, gentiment, comme il y a des pèlerinages qui logent à Marie-Saint-Fray, ils ont rajouté le coût de l'hébergement à Marie-Saint-Fray. Hein, d'accord? Mais ça ne nous concerne pas. Que vous dire, pour résumer, ça augmente. Voilà. Mais il n'y a pas qu'ici que ça augmente. Tous les hôtels, vous remarquerez, ils ont augmenté leur prix. D'accord? Leur projet, mais qui est pratiquement déjà en route parce que ça commence le 8 décembre 2023, c'est de faire rayonner encore plus dans le monde entier Lourdes. Donc ils créent 2 nouvelles applications mobiles. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà, il y en a un, alors je me demande si c'est pas plus pour les organisateurs de pèlerinage, parce que c'est plus un programme de pèlerinage qui sera sur l'application. Et puis une application pour garder le lien avec les pèlerins et Lourdes et prier avec Notre-Dame. Voilà, donc soyez attentifs si vous avez l'habitude d'être en lien avec, il y a des nouvelles applications qui vont être mises en place. Les journées de Lourdes, donc forcément, là aussi j'ai tendance à vous en parler pas mal au moment de l'Assemblée Générale, en vous disant bah, dans 15 jours on va y être. Ces journées de Lourdes sont des journées de travail, je vous le précise. C'est pas réservé, mais on va dire destiné aux organisateurs de pèlerinage, c'est-à-dire les directeurs de pèlerinage, pour nous le Père Emmanuel Bilzogo ici dans notre diocèse, et le président d'hospitalité, le serviteur. C'est le moment, alors après on étoffe un petit peu ceux qui viennent avec nous, dans le sens où c'est la mise au point avec les sanctuaires, avec Lourdes, de toute l'année pastorale, de toute l'année des pèlerinages nationaux et internationaux, hein, de tous les pèlerinages qui auront lieu en 2024 à Lourdes. Donc on vient du monde entier et il y a des ateliers de réflexion et il y a aussi surtout ce qu'on appelle la commission calendrier. Et la commission calendrier est un moment important où chaque semaine est prise l'une après l'autre, donc de février ou enfin d'avril, puisqu'on commence la saison d'avril jusqu'en novembre, avec tous les pèlerinages présents qui ont déjà leur planning, leur programme, avec les lieux des célébrations, et pour vérifier que tout concorde entre l'hospitalité d'Évry et l'hospitalité de Pontoise, que, ah oui, vous avez vu que vous étiez ensemble à la messe à la grotte, on est toujours d'accord, ça va bien, ok. Ah oui, vous aviez dit que vous seriez dans cette salle, ah mais ça c'est pas possible, parce qu'il y a un autre pélé qui dit, ah non mais moi je l'ai cette salle-là, il y a un bug quelque part. Donc c'est vraiment le moment où l'on met tout sur la table, tous ensemble, pour être sûr que tout se passe bien. Et c'est le moment aussi, je reprends l'exemple de la messe à la grotte, si on nous dit qu'on sera avec Cahors et Pontoise à la grotte, c'est l'occasion pour nous, entre directeurs de pèlerinage ou présidents d'hospitalité, de se voir et de se mettre d'accord qui anime les chants, qui prépare la liturgie, comment ça se passe, etc. Qui fait quoi en gros. Voilà. Et le passage à la grotte quand tout va bien. Voilà, d'accord.
Voilà un petit peu à quoi servent ces fameuses journées de l'Aube. Donc nous y serons l'année prochaine, donc les 9, 10 et 11 février. Vous y serez représentés pour éviter qu'on ait des gros couacs pendant notre pèlerinage, tout simplement. Là encore, 2024, ils remettent encore des projets de travaux. Donc ça veut dire que tout va bien, on va dire, hein, tant qu'on a des projets. Je ne vous les énumère pas, mais il y en a pas mal. Hein, des aménagements et des mises aux normes, des nouvelles chambres pour les accompagnateurs, une nouvelle permanence pour les scouts, etc. Création d'un site stade. Enfin voilà, ils sont plein de projets et c'est toujours bon. Quand une entreprise est pleine de projets, c'est qu'elle va bien. Ou au moins qu'elle a une bonne vision de l'avenir. On va finir par ce qu'ils nous ont présenté comme étant le thème du pèlerinage 2025. En gros, il faut savoir que les pèlerinages commencent à travailler sur les pèlerinages 2 voire 3 ans à l'avance. D'accord, c'est comme la mode, hein. Au printemps on parle de l'été prochain, etc., etc. Là on parle donc de 2 ans, dans 2 ans. Le thème 2025 nous a été entre guillemets dévoilé, pèlerin de l'espérance. J'ai un doute, je ne sais pas si ça sera un thème unique pour cette année-là ou s'il y a une trilogie qui est prévue sur 25, 26, 27. Voilà. Mais en tout cas, voilà, la réflexion se fait sur ce thème-là pour 2025. Oui, Patrick. Normalement, ils font un triptyque, 3 ans, une pause, ça peut être Marie, Bernadette ou ce qu'ils ont choisi, et ils repartent sur 3 ans. Normalement. C'est l'expérience qui parle, mes amis. Hein. 30 ans d'hospitalité quand même, hein, 10 de présidence. Merci, Patrick. On passe un petit peu à autre chose. Imaginez que les journées passent. On a eu ce temps avec Lourdes et les sanctuaires. Ensuite, on arrive plus ou moins à la fin de notre congrès. Tous les 2 ans a lieu un rassemblement, là aussi au niveau francophone, des jeunes hospitaliers. D'accord. L'année dernière, alors ça a lieu tous les 2 ans. L'année dernière, ça s'est passé à Clermont-Ferrand. Et nous avons des hospitalières qui étaient parties ensemble là-bas, qui ont vécu ce temps fort. L'année prochaine, c'est à Évreux. Ça se passe, c'est le week-end de la Pentecôte ou de l'Ascension, je ne sais plus, la Pentecôte, je crois, 18, 19, 20 mai. Rassemblement des jeunes hospitaliers francophones. Je m'adresse aux jeunes ici présents. Venez me voir si vous êtes intéressés pour y participer. Là, il y a une jeune là. Elle a tout juste 18 ans. Jeune dans l'âge. Jeune dans l'âge. C'est jusqu'à. Alors quand je dis jeune, c'est de. Christelle, aide-moi, j'ai un doute. 18, on a dit, parce que les mineurs c'est un peu délicat, donc 18 ans à 30 et quelques années, hein, 37 ans. Il me semble que c'est 18 ou 35, mais à confirmer. Voilà. Donc c'est bon. S'il y en a parmi vous qui ont 36, 37, on trafiquera la carte d'identité. Vous avez bon, soyez informés en tout cas. Les jeunes, si vous avez d'autres connaissances de jeunes au milieu de vous et auxquels je ne pense pas, n'hésitez pas à transmettre le message. Et forcément, on conclut généralement notre congrès par la présentation du congrès de l'année d'après. Donc sachez que je serai en Savoie, en Haute-Savoie, l'année prochaine, au mois d'octobre 2024, puisque le congrès se passera à Annecy. Avec tes bottes. À Annecy. Vous serez chez vous. Et je travaillerai pour vous et je vous ramènerai des informations. Chez moi et la neige. Voilà pour un petit peu ce retour sur le congrès des présidents que nous avons vécu. Je t'avais promis, Patrick, je te laisserai parler avant. Viens, avant que j'oublie. Vous savez que dans la mesure du possible, j'aime ouvrir la parole à chacun d'entre vous. Après, j'aime bien savoir de quoi la personne qui me demande la parole va parler, que ça reste quand même dans un état d'esprit de notre service. Ok. Donc si vous avez des choses à proposer, à présenter, venez me voir, on en parle et je vous dis oui, on peut en parler en hospitalité ou écoute, ça me gêne un peu, il faut trouver un autre moment pour en parler. Mais vu les 2-3 mots avec ces mots-là dont on a présenté, je lui laisse, non, à moi, je lui ai demandé qu'il ne me déflore pas le sujet, donc je ne sais pas ce qu'il va vous dire.
Par contre, il m'a fait comprendre la teneur de ses propos, donc je lui laisse la parole. D'accord. Bien. Ok. Je vais être bref, très bref. J'ai besoin de vous. Ça commence bien. C'est tout. Bon. Bon, nous avons l'habitude tous ensemble d'emmener des malades, des handicapés, chaque année à Lourdes. Donc vous savez comment ça se passe, comment on discute avec des personnes handicapées qui ont des mobilités réduites souvent, etc. Vous le savez peut-être, mais moi j'habite Orléans depuis quelques années, depuis longtemps. Mais je suis resté fidèle à Évry-Corbeil-Essonnes. Vous le savez peut-être aussi, enfin certains le savent, je marche sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je suis membre d'une association jacquaire, les Amis de Compostelle, sur la région d'Orléans. Cette association a décidé de mettre en place un projet qui est d'emmener des personnes handicapées à mobilité réduite sur les chemins de Compostelle. C'est une grosse affaire. On a besoin d'argent, mais je ne suis pas là pour vous demander de l'argent. On a besoin de bras. Alors je sais bien qu'Orléans, ce n'est pas ici, mais je fais appel à vous quand même. Vous pouvez très bien être tenté de venir nous rejoindre. En 2 mots, comment ça va se passer? Parce que je vais être bref, mais j'ai un dossier complet à vous transmettre pour ceux qui pourraient le souhaiter. Nous allons partir 15 jours d'Orléans jusqu'à Santiago de Compostelle, jusqu'à Fisterra et Mucia, pour ceux qui connaissent un peu la région. Une grande partie sera faite en autocar, bien évidemment. Les étapes à pied pour accompagner les malades, les handicapés, ce sera 6 à 12 km par jour maximum. Mais c'est déjà beaucoup lorsqu'on accompagne quelqu'un qui est handicapé. Oui, oui. Nous devrions avoir entre 8 et 10 handicapés, dont 3 qui ont l'habitude d'être en permanence en fauteuil roulant. Pour cela existent des petites voiturettes spéciales qu'on appelle des joëlettes. Et il faut 3 personnes pour conduire une joëlette avec quelqu'un dedans. Il est bien évident que sur 6 km ou même 12, les gens seront amenés à se remplacer. Donc pour accompagner les 8 ou 10 malades handicapés, il nous faudra à peu près 25 ou 30 bénévoles. Mais de préférence des bénévoles qui ont l'habitude des personnes handicapées ou qui ont l'habitude aussi du chemin de Compostelle. Il est bien évident qu'on ne va pas les amener en moyenne montagne, c'est clair. Hein, ça va être des petits trajets. Et le reste du temps, ça se fera en autocar. Hein, tout sera organisé. Donc 15 jours pour faire à peu près 3000 km. Et c'est quelle période? Aller-retour, hein, bien sûr. Voilà. Quelle période? Donc, Ça va arriver. soit vous-même, soit des gens que vous connaissez, pouvez être intéressés par cette aventure qui va se dérouler au mois de juin, début juillet. Non, au mois de juin. Non, du 24 juin au 8 juillet de mémoire. Mais je pourrais vous redonner les dates. Nous avons bien sûr un service médicalisé qui va nous accompagner. Et là, on est en train de finaliser le budget. Je ne sais pas encore si on va y arriver. Les bras, on sait qu'on ne les a pas encore, pas tous en tout cas. Hein, et notre décision de faire ou pas le projet, nous la prendrons dès le mois de janvier en assemblée générale. Parce qu'il faut savoir exactement où on va. Donc, soit vous pouvez être intéressé vous-même. Et Christelle, s'il te plaît, je te donne l'autorisation de communiquer mon adresse mail à qui te la demandera. Par contre, si vous m'envoyez un mail, dans l'objet, mettez Compostelle. Parce que comme je ne connais pas tous les noms, parfois je peux avoir crainte des spams. Hein. Bon. Donc vous pouvez être intéressé vous-même. Hein, c'est une très belle aventure. Vous pouvez connaître des gens qui pourraient être intéressés. Vous pouvez en parler autour de vous. Et vous pouvez aussi, une autre idée, connaître des gens dans le Loiret ou pas très loin du Loiret qui pourraient être intéressés par la situation. Voilà, c'est un beau projet. J'ai contacté l'évêché, bien sûr, d'Orléans, l'hospitalité d'Orléans, la pastorale, le service des pèlerinages d'Orléans, etc., etc. Donc, je me sens très impliqué. J'ai à cœur que ce problème aboutisse.
vous comprendrez aisément. Donc si vous pouvez m'aider d'une manière ou d'une autre pour trouver des bras, merci vraiment par avance. Le prix, le reste à charge par personne, aussi bien pour les malades que pour les accompagnateurs, est de 406 € précisément. L'association prend en charge une partie, et il y a une petite partie. Ce qui coûte, c'est le quart médicalisé, etc. Bien évidemment. Tout compris, la nourriture et tout? Oui. Fallait que je m'avance pas trop, mais je sais pas. Mais je vous donnerai les réponses si vous voulez. Enfin, je vérifie. Mais je pense que c'est compris, je pense. Vous avez d'autres questions? Les étapes, c'est Orléans, Pyrénées, Finistère. Voilà. Alors, Orléans, donc, Blois, Poitiers, etc. Ensuite, c'est la voie de tout. Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais. Et puis ensuite, on arrive à la voie Léon, etc. Et on arrive à Santiago. Et de Santiago, on va faire le tour jusqu'à Fisterra et Mucia, pour faire un tour complet. Fisterra, qui est l'avant-centre principal sur l'Atlantique et qui avance plus dans l'Atlantique encore que notre propre Finistère. Pour la petite histoire. C'est la fin de terre. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. N'hésitez pas, soit vous le voyez avant qu'il s'en aille, soit vous demandez à Christelle ses coordonnées, il vous donne, et vous pouvez lui envoyer un mail. D'accord? Une précision. Pardon. Une précision. Nous avons à Orléans une halte. Donc des personnes qui seraient intéressées pour venir, on peut les héberger la nuit précédant le départ, par exemple. Tout dépendra à quelle heure on partira. Ça, c'est des problèmes de détail qu'on mettra au point en finalité. Merci. Bien. On m'a demandé aussi la parole. Mais alors là, on revient sur notre pèlerinage à nous, Véronique. Donc vous savez que Véronique a repris la responsabilité des dossiers malades suite à l'arrêt de sa fonction de Maria. Je ne vais pas dire qu'elle découvre la fonction, mais elle apprend. Non, parce que ça fait déjà 1 an que tu commences déjà à baigner un petit peu avec Maria, mais tu apprends encore et il faut qu'elle adapte son propre emploi du temps personnel par rapport à l'emploi du temps qu'exige la fonction de responsable des dossiers malades, et elle veut vous faire part d'une idée ou d'un projet. Alors, l'idée, c'est que j'avais vraiment dit, je veux bien prendre les dossiers, mais Maria faisait le travail de 2 ou 3, et donc il faut que je sois toute seule. Moi, je travaille encore. Et puis, Guylaine qui devait m'aider ne peut pas pour des raisons de santé. Et puis là, quelqu'un très intelligemment me dit, mais non, mais moi, je peux aller dans certains centres, dans certains EHPAD, dans certains centres pour handicapés. Je veux juste une fiche topo qui me dit on fait quoi, on demande quoi. Et en fait, j'avais dit, l'idée, ce serait que vous vous sentiez tous responsables quand vous introduisez des malades qui sont dans des centres de handicapés, dans des CAT, etc., de bien vouloir faire la démarche. Et moi, j'ai plus que les dossiers, parce que je ne peux pas, avec mes horaires de travail, aller dans tous les centres de l'Essonne. Et je peux m'occuper des dossiers, parce qu'à l'inverse, tout d'un coup, j'ai rien à faire de 14h à 16h, voilà, donc de chez moi. Donc l'idée, ça serait, alors la proposition qu'on m'a demandé, c'est de faire un topo. Donc du coup, je vais être avec Maria, on va faire une fiche pour dire qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on précise, qu'est-ce qu'il faut bien dire quand on va dans un centre. On va y réfléchir. Ça dépend du centre. Oui, non, mais on va le faire justement. Hein. Ouais. Selon que c'est des handicapés adultes, c'est des EHPAD, on ne demandera pas la même chose, bien évidemment. Ça sera à perfectionner, hein, parce que vous pourrez avoir des idées, demander plus de choses, donner plus de détails. Mais vous sentir responsable et concerné par le fait que quand on inscrit des malades qui dépendent d'un établissement, vous soyez prêts à me dire, moi je vais être le pèlerin qui introduit et qui fait la demande, et on se coordonne, on se mettra d'accord, on se téléphone, mais voilà, que je ne sois pas obligée d'aller sillonner l'Essonne pour aller voir à l'avance les centres pour inscrire des pèlerins. Voilà. D'accord. Vous avez bien compris la démarche? Oui. C'est de faire le lien
entre la personne qui va venir à Lourdes avec nous Oui. et l'hospitalité, le côté administratif de la préparation de son dossier pour qu'on l'accompagne de la meilleure des façons possibles. Hein. Généralement, beaucoup faut rassurer. Il faut rassurer d'abord les directions des établissements. Il faut rassurer souvent la personne qui veut partir. Et il faut peut-être l'aider aussi à remplir son dossier d'inscription et à être, j'allais dire, attentif au retour du dossier pour Véronique avec la lettre du médecin, le machin, etc. Bon, on en reparlera plus tard. Mais voilà, il s'agit de faire le lien, d'être proche de la personne que l'on va accompagner pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. Hein? D'accord ? Est-ce que à cet état de la réunion, vous avez des questions à poser ou tout va bien? Je sais que vous attendez le tirage de tombola avec impatience. Je sais qu'à chaque fois on me donne la parole au moment où on a tous envie de faire la sieste. On fait juste un petit détour par notre pèlerinage. Je vous en voudrais pas hein, si j'en vois un ou deux fermer les yeux, c'est pas grave. Ça m'est déjà arrivé à moi aussi. On va parler de notre pèlerinage si vous voulez bien. Donc maintenant vous connaissez tous les dates, je pense, du 8 au 13 avril. Pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, quand on donne ces dates-là, c'est le 8, c'est la date du départ du voyage, d'accord? Et si vous partez en train, c'est au début d'après-midi. Si vous partez en car, c'est en fin de journée. Parce que l'on voyage de nuit quand on voyage en car. D'accord? Donc, c'est la date du départ et le 13, c'est la date de retour. C'est-à-dire qu'on arrive à Évry le 13. Nous avons 4 jours pleins, comme d'habitude. 4 jours pleins sur Lourdes. D'accord? Le 9, le 10, le 11 et le 12. Bien, il y en a qui suivent. Merci. Sachant ça, rapide retour sur, maintenant vous l'avez bien compris, donc ce triptyque de thème de pastoral des pèlerinages. En 2022, c'était aller dire aux prêtres. En 2023, que l'on vienne, que l'on y construise ici une chapelle. Et la dernière partie, et que l'on y vienne en procession. C'est pour cette année à venir, 2024. Tac, jusque-là, tout est clair. La bonne nouvelle, alors je ne sais pas si c'est très lisible pour ceux qui sont au fond, je suis désolé, je le file très rapidement. Exceptionnellement, cette année, le service des pèlerinages a décidé de coller au thème des sanctuaires. Donc le thème retenu, allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession. D'accord ? Sur ce thème-là, nous avons décliné en pensant au livret des actes du synode que nous avons vécu en Essonne. D'accord ? Et nous avons aussi pris les idées des journées sur le livret dont je vous avais parlé un petit peu lors de notre dernière réunion, qui était la réflexion du père Horacio Brito sur le thème de notre pèlerinage. Vous vous rappelez, je m'étais mis à une table, et vous aviez eu la gentillesse et la patience de m'écouter lire ce petit recueil du père Horacio Brito, qui normalement est à votre disposition sur notre site de l'hospitalité. Normalement, Christelle l'a mis en ligne. Et rappelez-vous, parce que je sais que vous m'avez super bien écouté ce jour-là, que ce thème est décliné en 4 thèmes qui résument, allez dire aux prêtres que l'on vienne ici en procession, en 4 chemins que va retrouver chaque jour. Un chemin de confiance, un chemin de révélation, un chemin de communion et un chemin de l'espérance. Voilà, c'est ce qu'avait dit le père Brito dans son bouquin. N'hésitez pas, allez, consultez-le. À partir de là, donc ça va nous servir pour les célébrations, préparer les célébrations, etc. D'accord ? On reviendra aux prières du matin aussi, bien entendu. Souvent, on se sert de ces thèmes-là pour préparer nos prières du matin. 4 jours, comme d'habitude, donc on a voyagé la nuit, dans la nuit du lundi au mardi. Mardi matin, on s'installe tranquillement. On installe nos amis accompagnés à l'Accueil Notre-Dame. On s'installe soi-même dans nos différents hébergements, Accueil Notre-Dame, Hospitalet Marthe et Marie, Ave Maria ou nos hôtels. D'accord, jusque-là, pas de souci. Pour ceux qui viennent à Lourdes pour la première fois, c'est toujours une démarche qui est un peu... on ne sait pas où on met les pieds, on ne connaît pas forcément les lieux, donc il est important de découvrir un petit peu l'espace dans lequel on va évoluer pendant 4 jours. Donc on propose à ceux qui viennent pour la première fois, ou à d'autres, s'il y en a qui veulent refaire la démarche, une petite visite des sanctuaires. Voilà, certains de nos anciens vous accompagneront et vous feront découvrir tous les sanctuaires et les différents grands lieux de célébration, bien entendu, sans oublier la grotte et les piscines.
L'après-midi sera donc le moment de la messe d'ouverture du pèlerinage. Cette année, ça sera une célébration eucharistique, hein, puisqu'on avait fait qu'une célébration de la parole. Mais voilà, on a eu des remontées qui nous font dire que ça serait mieux une messe. Donc, a priori, on part sur une célébration eucharistique pour l'ouverture. Aux dernières informations, avant qu'on me pose la question, notre évêque ne serait pas présent avec nous à Lourdes l'année prochaine. Il est en autre déplacement au même moment. Donc c'est le Père Martial qui présidera notre pèlerinage l'année prochaine, hein, notre vicaire général. On aura pour le moment un temps à combler après la messe d'ouverture. Et le soir, on vivra la procession mariale. D'accord ? Oui, comme on l'a fait l'année dernière, enfin cette année en 2023. Bon, ça impressionne un peu, puis finalement ça se passe bien. On la laisse encore notre premier soir. Le lendemain, messe internationale, puisque là, le frappe n'est pas présent, nous aurons droit à la célébration dans la basilique Saint-Philippe. Nous suivrons la messe internationale par la photo, la traditionnelle photo de notre pèlerinage. L'après-midi, chemin de croix dans la prairie. Un petit temps. Alors ça sera ouvert aux volontaires ou pas volontaires selon vos services respectifs et vos envies. C'est un temps qui est prévu par le service des pèlerinages, de réflexion sur le thème du pèlerinage, hein, qui sera dans une salle à part. Voilà, ceux qui seront intéressés, il faudra vous faire connaître. Et nous suivrons, on avait bien apprécié notre petite soirée témoignage qu'on avait innové hein, cette année. Vous avez tous été emballés a priori par ce temps de parole des uns et des autres. Pour le moment, on a envie de laisser ce temps. On mène la réflexion petit à petit sur quelle forme lui donner. Est-ce qu'on reste un petit peu comme la dernière fois, spontanément on vient et on partage quelque chose en rapport avec notre pèlerinage, ou est-ce qu'on la construit autrement, mais on va se garder un petit temps pour nous, et d'échange surtout. Ça permet de mieux se connaître et de mieux parfois se comprendre, ce qui est très nécessaire. Nous partons ensuite sur le jeudi. Le jeudi, geste de l'eau. Alors on a mis un point d'interrogation parce qu'il faut s'inscrire hein, auprès des services des sanctuaires. Pardon. C'est pas encore fait officiellement. Donc normalement, on fera le geste de l'eau ici. Si on ne peut pas le faire là, on l'arrangera à un autre moment. Christelle n'est vraiment pas inquiète avec ça. Donc si elle n'est pas inquiète, je ne suis pas inquiet. Ensuite, messe à la grotte, plus passage à la grotte. Suivi après le déjeuner du sacrement des malades. Chapelle Saint-Joseph, pour ceux à qui ça parle, hein, vous la connaissez, celle près de la porte Saint-Michel, qui est sympa, cette petite chapelle. Procession eucharistique, et le soir, la célébration, enfin la cérémonie des engagements des hospitalières et hospitaliers. D'accord ? Jusque-là, tout va bien ? On finit le vendredi, parce que ça passe vite, hein, encore une fois. Messe de clôture et d'envoi le vendredi matin. Elle est, si vous en souvenez, un petit peu plus tard que ce qu'on a vécu en 2023, puisqu'on a une chance inouïe, les pèlerins valides, leur TGV part un peu plus tard aussi. Donc grâce à eux, eh ben, merci. On se lèvera un peu plus... Ah non, on se lève pas plus tard. Non, mais je voulais vous faire rêver un petit peu. D'autant plus que je vous rappelle que cette journée-là, elle a double fonction, c'est de vivre notre pèlerinage, s'occuper de nos amis accompagnés et d'attaquer le rangement aussi de la crèche Notre-Dame. Mais on a l'habitude maintenant, au Laker, hein, on y va. L'après-midi, vendredi après-midi, dépose du cierge diocésain aux chapelles de lumière. On ne dit plus brûloir, on dit chapelle de lumière. On se débrouille pour vivre le chapelet cette année. Là, par contre, là aussi, vous avez fait les remontées en 2023. Vous aviez regretté qu'on n'ait pas pu prier le chapelet. Donc, on va s'inscrire pour prier le chapelet le vendredi après-midi. Ce sera l'occasion de pouvoir dire aussi à votre entourage que s'ils veulent écouter le chapelet ou regarder le chapelet sur KTO, ne vous inquiétez pas, c'est les filles qui ne sont pas contents. Donc chapelet, et après on finit comme d'habitude, puisqu'on aura libéré le plateau, l'étage où logent nos amis malades, on l'aura libéré. Donc on passe le reste de la journée hein, au transit tout là-haut, on fait la fête, les amis malades mangent aussi sur le transit, on charge les cars et on s'en va. J'ai oublié de vous préciser quand même. Ah ouais, j'ai fait une très mauvaise diapo, je suis désolé. Nous logeons cette année du côté des Saintes, et nous serons à Sainte-Claire, 4e étage, donc tout en haut, juste sous le transit. En dessous, nous aurons 3 étages occupés par la BIF.
Voilà, on sera avec nos amis parisiens. Ils ont plein de médecins. Oui, puis au même étage, on aura Cahors comme l'année dernière et qui m'ont déjà dit on a tous nos médecins. Puis ils en ont encore plus cette année. Je ne sais pas comment ils font. Je sais pas. Ils ont un bon président. Président, Martine, Oui, Martine. elle a demandé au prêtre, au père Thomas, de lui trouver un médecin et le père Thomas a dit d'accord. Bon, bah, j'harcèlerai le père Thomas avec toi. Voilà. Parfait. Ouais, parce qu'il est encore emballé. Je suis revenu avec lui là, heureux comme tout, super, d'avoir parlé de l'hospitalité. Alors je lui ai même dit qu'il faut venir avec nos pèlerinages. Ça serait bien. Et là, il n'a pas dit oui. Non, on aimerait bien, mais il n'avait pas l'autorisation. Voilà, après le rangement, le départ en car, on repart après le dîner, aux alentours de 20h comme d'hab, on roule la nuit, et le samedi matin, retour au Novotel d'Evry comme d'habitude, on partage le petit déjeuner, et puis on se dit à très bientôt. Ça va? C'est clair? Hein, rien de compliqué, enfin, rien de compliqué, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce planning? Oui, Alain? Il faut parler fort, Alain, parce que là, on est loin. Je suis loin, mais je vois pas la sortie en ville. Parce qu'on ne l'a pas programmé encore. On a soit ce temps-là dès le premier jour, mais c'est un peu pas génial. On aura certainement ici, après la messe de clôture et d'envoi le matin, à 10h30, 11h au plus tard, ça sera terminé. Donc on aura le temps. Et puis ben, voilà. Pardon? C'est un peu tard pour les valises. Alors ça sera peut-être le lundi. C'est mieux là. Eh ben, on mettra le lundi après-midi, sur les magasins. C'est pas mal parce que les gens, les trois quarts des gens ont l'habitude. Si tu mets trop tard, ils vont réclamer tous les jours, ils vont demander aux hospitaliers d'acheter quelque chose. D'accord. Bah, donc je compléterai et je mets la sortie en ville le lundi après la messe d'ouverture du pèlerinage. C'est mardi, non? Le mardi, pardon, le mardi, le premier jour. Toutes les salles là, sont déjà définies ou est-ce qu'on a encore possibilité de changer un lieu? Normalement c'est défini, mais dis-moi. Sacrement des malades à Saint-Joseph, avec le nombre de pèlerins diocésains, ça fait beaucoup trop de monde et ça ne fait pas une cérémonie qui est harmonieuse. Alors, la réponse c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui choisissons les lieux. C'est les sanctuaires qui nous imposent. Après, on peut toujours peut-être faire une demande si vous avez un projet, vous êtes commissaire et combien on est. Je voudrais, avant de venir sur le nombre où on est, lui il met 400 personnes sur le programme. Par contre, il faut que vous sachiez aujourd'hui que je vous parle d'un planning qui est en cours d'élaboration, d'accord, qui n'est loin d'être définitif et qui n'est pas encore validé par les sanctuaires. Et ça peut changer en février, par exemple. Mais disons que si ça pouvait changer, ça serait... D'accord. Je remonte l'info auprès du père Bizzogo. Et c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant. Parce que si vous voulez, en deux mots, c'est qu'avant, le directeur et le président, on demandait, si possible, telle ou telle chapelle. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Et ils font un peu en fonction du nombre. Donc si, à une époque, on était souvent à Sainte-Bernadette, côté Carmel, il me semble. Mais on est beaucoup moins nombreux. Donc si on est 450 ou 500 dans une chapelle où on peut accueillir 3000 personnes, il y aura forcément en face un autre groupe. Et là, malheureusement, on tombe dans une période très chargée où il y a des groupes qui ne sont pas 500 mais qui sont 2000 ou 2500. Donc moi je sais que l'année dernière, on n'a pas pu faire grand chose. Et moi l'année dernière, pour ne pas citer les cheminots, la veille d'arriver aux journées du planning à Lourdes, on a eu complètement chamboulement. Donc il a raison, Olivier, de dire peut-être attendons les journées de février, mais le directeur ou même Olivier peut quand même faire la demande. Elle sera reçue ou elle ne sera pas reçue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a quelque chose qui m'échappe, mais voilà, j'avais une info pour vous aussi. Oui, il faut que vous sachiez que la période où on part en pèlerinage, c'est 2 semaines du mois d'avril. On va dire que ce sont les semaines les plus chargées, là où il y a le plus de pèlerinages sur place dans les sanctuaires. Tous les parigots sont là,
ou presque, sur la première semaine ou la deuxième semaine. On a habituellement Cahors qui est avec nous. Il y a les Montfortins qui débarquent juste après nous. C'est une période, c'est 2 semaines, allez, 3 semaines du mois d'avril, sont les plus demandées sur toute l'année. Il faut que vous sachiez que très régulièrement, les sanctuaires nous disent Gachard, tu partirais pas à notre moment? Tu voudrais pas changer de date ton Pélé? Et pourquoi vous avez choisi cette période? Ah, c'est pas moi qui l'ai choisi, moi je l'ai prise comme ça. Les vacances. Bon, c'est pas pour polémiquer sur la période où on part. Pour le moment, elle est là. On est heureux que ça soit pendant les vacances parce qu'on est heureux d'avoir des jeunes avec nous. Cette année, je sais pas où on va les mettre, hein, les jeunes. Adrien vient de me dire que les apprentis d'Auteuil de Marcoussis, Jean-Paul aimerait bien venir avec 20 jeunes. Nous, on était à Marcoussis en début de semaine pour la remise des diplômes de serviteurs, à Massy, pardon. Ils veulent partir encore avec au moins une quinzaine de jeunes, quoi. Mais tant mieux. Saint-Pierre de Brunois, ils voulaient venir avec 40, je crois. Donc, ils ont eu 80 demandes. Alors non seulement parce qu'ils ont aimé, mais rien de mieux pour faire de la pub sur nos pèlerinages que des jeunes partent aux jeunes. Et ceux qui sont partis, quand ils sont venus ravis, ils ont fait de la pub dans leur lycée et maintenant tous leurs copains veulent venir. Alors, on l'a dit non. Une centaine de jeunes, c'est super bien. On doit faire la même chose que les jeunes. Ben oui. Donc faisons comme nous, comme eux. Eh, j'ai bientôt fini de parler, je vous promets. J'ai bientôt fini. Non, mais Marietta a entièrement raison. Faisons comme eux, faisons de la pub parce qu'on est hyper heureux de nos pèlerinages. La preuve, on a des nouvelles têtes aujourd'hui qui sont amenées par des hospitaliers. Donc ça veut dire que ceux-là, ils ont bien fait leur boulot, ils ont dit. Merci. Et là, vous en êtes que des livres. Et vous en êtes que des livres. D'abord, je pense que vous êtes contents, il y a que des têtes sympas là finalement. Hein? Et vous verrez quand vous aurez vécu votre premier pèlerinage. Voilà. Bon, c'est bon pour vous? Ouais. Allez. On passe à autre chose? Je vous rappelle les dates au cas où vous ne les aviez pas notées. 8-13. Mais bien. 8 au 13. D'accord? Et je crois que j'ai fini de vous embêter pour aujourd'hui. Ah non! Un dernier petit mot. Moi, j'ai fini de vous embêter. Tu nous embêtes pas. Mais je vais donner la parole à Monique. Je vous... Subvention. Je vous rappelle, ah non, avant de donner la parole, je vais finir quand même. On cherche des sous, vous le savez. On ne cherche pas des sous pour nous enrichir, bien entendu, mais on cherche des sous pour redistribuer. Hein, pour aider ceux qui ont des difficultés à payer la totalité de leur pèlerinage, ou des sous pour nous faire vivre notre association. Vous ne le savez pas encore, mesdames, mais vous verrez qu'on a un très joli bureau avec une grande pièce de réunion, avec un local pour stocker notre matériel. Ça coûte de l'argent. Donc on a besoin de sous pour tout ce côté logistique de l'association. Et puis aussi, vous savez qu'on a en ligne de mire un anniversaire qui approche, que l'on a des projets, mais que des projets ça coûte de l'argent, donc on a besoin de faire entrer des sous dans les caisses. Donc une partie, on ne change pas, on fait comme d'habitude pour financer des pèlerinages, pour aider ceux qui ne peuvent pas, et une autre partie qui sera dans une cagnotte à part pour préparer notre anniversaire. D'accord? Par rapport à ça, je vais laisser la parole à Monique, mais on va rester dans les sous. Je vais reparler une dernière fois de ce projet donc de faire baisser le coût de notre pèlerinage. Pour le moment, je ne vous ai parlé que de l'avantage fiscal. Donc ça, c'est très intéressant. Je vais vous expliquer la démarche pour obtenir cet avantage fiscal. Et en même temps, et ça c'est lors de notre échange avec notre économe diocésain, qui est un monsieur qui est très bien, et qui est un monsieur qui est très juste. C'est-à-dire que forcément vous allez me poser la question, ouais mais c'est bien ton truc, mais si on ne paye pas d'impôts, voilà. Et donc notre économe diocésain, qui est un homme très juste, dit ouais c'est bien pour ceux qui payent des impôts, mais ceux qui ne payent pas d'impôts c'est un peu injuste. Non, mais si vous ne payez pas d'impôts automatiquement, ils vous redonneront l'argent. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Alors attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Chut. Non, mais madame n'a pas forcément tort, mais je vais vous expliquer pourquoi. Regardez la Cézanne. Oui, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi.
Je vais vous expliquer pourquoi. La démarche est la suivante. Nous allons faire baisser le prix du pèlerinage par cet avantage fiscal. Pour obtenir cet avantage fiscal, je vais essayer d'être le plus clair possible. Nous partons dans l'idée que nous partons en pèlerinage pour servir. Nous sommes serviteurs. On est d'accord? C'est-à-dire que cet avantage n'est pas pour les pèlerins diocésains qui vont pour pèleriner. Alors nous, on va pèleriner aussi, hein, mais on a mis en avant le fait que l'on va servir. On va se lever à 5 h du mat, on va se coucher à 23 h et on va s'occuper de personnes qui sont en difficulté. C'est le service à la personne. Et donc, dans ce... Oui, mais madame, je vous explique. Parce que le diocèse n'est pas là pour donner de l'argent. On est d'accord? Il n'est pas là pour donner de l'argent. Ouais, ouais. Donc, oui, mais on ne va pas demander non plus au fisc d'aller payer à des gens, surtout dans l'église catholique, qui est très très surveillée par le fisc sur les avantages fiscaux, etc. Et donc, c'est pour ça que lui, l'économe diocésain, la première question qu'il m'a posée, c'est mais ça va concerner combien de personnes, donc sur quel montant? Parce qu'aujourd'hui, le denier de l'église, enfin le fonctionnement de l'église qui a droit à des avantages fiscaux, c'est plusieurs millions d'euros. C'est plusieurs millions d'euros en moins dans les caisses de l'État. Pas dans les caisses du diocèse, hein, dans les caisses de l'État. Donc il ne faut pas exagérer de trop. Parce que le jour où l'État va dire oui, ça représente beaucoup trop d'argent à perdre, on va fermer les vannes. Et moi, il est hors de question que le président de l'hospitalité fasse fermer les vannes au diocèse et qu'il ne puisse plus émettre de reçus fiscaux. Donc, la démarche est la suivante, et écoutez-moi bien. Nous décidons que nous engageons des frais, nous personnellement, nous engageons des frais pour aller au service. Nous serions, à ce titre-là, en droit de réclamer le remboursement de ces frais au diocèse. Mais nous ne le ferons pas. D'accord? Je vous le dis tout de suite. Nous ne le ferons pas. Notre démarche est de dire, ces frais-là, je ne veux pas qu'ils me soient remboursés, j'en fais don au diocèse. C'est ça simple, hein? Non, mais surtout, n'allez pas me dire, Olivier, moi je ne veux pas faire don au diocèse, je veux qu'on me les rembourse. Je vous dirai non. On fait un don au diocèse de ces frais-là, pas sur la totalité de notre pèlerinage, parce qu'il y a des montants vis-à-vis du fixe qui ne passeront pas. Les frais de l'hospitalité, quand on vous demande les 15 € de frais de bureau, ça, ce n'est pas des frais qui sont en rapport avec notre service, c'est des frais où on a quelque chose en échange. Vous avez eu les dossiers d'inscription en feuille papier, etc. Donc, ce n'est pas un frais pour notre service. Ça ne concernera pas non plus le montant que le diocèse nous prend. Vous savez, les 40 et quelques euros que les frais de diocèse pour le livret, l'assurance, etc. Parce que ça, de toute manière, on ne peut pas considérer qu'on en fait un don, puisqu'on a quelque chose en échange. D'accord? Donc, l'avantage fiscal, le don que l'on va laisser au diocèse, correspondra au montant du transport plus de l'hébergement. Point barre. C'est déjà pas mal. D'accord? Et là-dessus, on recevra un reçu fiscal à hauteur de ce montant-là, dont lequel nous pourrons déduire 66% du montant dans notre déclaration des revenus à hauteur de... Ça, c'est la première chose pour les personnes qui sont imposables. Pour les personnes qui ne seront pas imposables, c'est dégueulasse de dire, bah vous n'aurez rien. Donc, l'économe diocésain a envisagé la possibilité de, on va dire, créer une subvention pour vous aider à payer votre pèlerinage. Par contre, on ne va pas vous donner de l'argent. C'est le diocèse qui va faire des jeux d'écriture entre les subventions. Ils ont une caisse pour faire des subventions aux associations, pour faire des subventions à qui ils veulent. Et c'est déclaré, hein, c'est transparent. Mais ça voudra dire que vous, officiellement, vous payez votre montant du pèlerinage est de 400 €. Vous aurez une subvention du diocèse à hauteur de 66% de ces 400 €. Et les 33% restants seront à votre charge. C'est-à-dire que vous ne payez qu'un tiers de votre pèlerinage. Oui. Alors tout ça, ça ne se fait pas, d'accord. Il y aura un justificatif. Alors là, Jean-Jacques nous a fait rapidement à ceux qui sont imposables. Alors malheureusement, pour la subvention pour 2023, c'est trop tard.
Donc je suis désolé, ceux qui ne payent pas d'impôts, vous ne bénéficierez pas de cette subvention cette année. Par contre, c'est prévu pour 2024, je vous le garantis, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Mais par contre, pour l'avantage fiscal, il m'a dit, comme les déclarations, c'est jusqu'à la fin de l'année, ceux qui payent des impôts peuvent bénéficier. Donc malheureusement, là, il y a une petite injustice, mais qui sera corrigée, je suis désolé. Donc logiquement, toutes les personnes qui ont participé au pèlerinage 2023, qui sont ici et qui ont eu, qui payent des impôts, qui sont imposables, ont eu cette feuille à signer. Et derrière, en fait, c'est la copie de ce que vous avez signé pour le diocèse. Donc tout ça, on le met dans le dossier. Et après, c'est Olivier qui signera tout ça. Si vous avez participé au pèlerinage, que vous êtes imposable et que vous n'avez pas eu la feuille, je suis au fond, c'est qu'il y a dû y avoir une oubli d'impression. Voilà. Mais normalement, vous l'avez tous eu. Et ceux qui ne sont pas là, la feuille leur sera envoyée par courrier après. Pour ceux qui l'ont gardée en disant « je la renverrai plus tard », faites-le rapidement, parce que sinon on n'aura pas le temps de la renvoyer au diocèse dans les temps. L'économe m'a demandé de faire un retour des feuilles, des demandes d'abandon de frais pour mi-décembre. Donc il ne faut pas qu'on traîne. Ok, est-ce que j'ai été suffisamment clair là-dessus? C'est une belle avancée. Soyons honnêtes, je vous en conjure. De toute manière, toutes les feuilles, je dois poser ma signature. Donc j'engage aussi ma responsabilité. Ça, c'est quelque chose qui se fait déjà pour les membres du conseil qui font des déplacements pour l'hospitalité. Maria, par exemple, qui allait dans les différentes EHPAD, on en parlait tout à l'heure, ça fait des bornes au bout de l'année. Maria me déclarait les faits kilométriques qu'elle faisait pour aller voir les malades, remplir les dossiers, récupérer les dossiers. Et elle me déclarait, j'abandonne, je ne veux pas être remboursée, mais je fais don au diocèse. Et le diocèse lui renvoyait, sur la bonne foi de Maria et la mienne, renvoyait un reçu fiscal à hauteur de, d'accord, des montants engagés. Voilà comment ça se passe, voilà comment ça va se passer pour faire baisser les prix. D'autant plus que les prix augmentent régulièrement, tous les hôtels nous augmentent leurs prix, tous les sanctuaires nous augmentent les prix, enfin bon voilà. Mais le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour le moment, et qui est encore une fois en toute légalité. Mais je dois faire un point avec notre économe en début d'année, pour commencer à lui faire une projection de ce que l'on va déclarer, d'abord vis-à-vis du fixe en reçu fiscal, et ensuite, pour ceux qui auront des subventions, quel est le montant de la subvention qu'il faut qu'ils prévoient. D'accord ? Oui. Messieurs, dames, nous avons un anniversaire aujourd'hui. Vous ne savez pas. Nous avons un jeune homme de 48 ans. Aujourd'hui. Inversez les chiffres. Ouais. Monsieur Jean-Pierre. Une dernière précision, vous avez pu remarquer sur les fiches d'inscription que vous avez remplies aujourd'hui. Pardon ? Sur ces fiches d'inscription, on a donc rajouté des mentions faisant référence à cet avantage fiscal ou à cette subvention. Il est bien entendu que ce n'est pas une obligation. Ah ben voilà. Chacun est libre de dire « moi je ne veux pas de reçu fiscal hein. ». C'est pour ça qu'on vous demande de cocher une petite case. Oui, je désire un reçu fiscal ou non, je ne désire pas de reçu fiscal. D'accord ? Autre chose, parce que ça a son importance. Jean-Jacques l'a souligné, mais je vais le ressouligner encore. Tout se fait sur justificatif. C'est-à-dire que ceux qui demandent un abandon de frais pour avoir un reçu fiscal, votre déclaration signée sur l'honneur pour le montant de 400 € pour service rendu à l'hospitalité, nous on va le joindre avec votre fiche d'inscription sur lequel il y a les prix. Qu'on va redonner ça à l'économa. Pour ceux qui ne sont pas imposables, on va être plus délicat. Mais je vais vous demander de me montrer votre feuille de non-imposition. Je suis désolé, ça restera entre nous, mais je ne vous demande pas de photocopie.
je ne vous demande pas vraiment le papier que je vais conserver avec moi pour le donner à l'économa. L'économe m'a dit, je vous fais confiance, monsieur. Voilà. Mais moi, il faudra me présenter visuellement, je verrai que vous êtes non imposable. Après, le reste ne me regarde pas, je m'en fous si vous saviez. Mais je préférais que vous soyez imposable et puis que vous gagnez des millions. Hein. Mais une fois que j'aurai vu en effet que vous êtes non imposable, la seule demande de subvention sera validée. D'accord? Voilà, merci à vous. Monique, on y va? On reste dans les sous-sous. Et on repart sur l'idée de faire rentrer des sous pour l'hospitalité. Pour faire rentrer des sous dans la caisse de l'hospitalité, nous allons tenter de travailler avec les Galettes Saint-Michel qui proposent un contrat un petit peu avec les associations. On passe une commande groupée au nom de l'hospitalité et les Galettes Saint-Michel reversent à l'association environ, enfin au minimum 15% du montant de la commande. Donc nous avons quelques... Saint-Michel, chef. Donc certains des produits Saint-Michel sont sélectionnés dans un petit catalogue. Nous en avons quelques-uns que Christelle a bien voulu imprimer. Les autres sont en stand-by à la poste des Ulysses, qui devait me les remettre hier, mais j'ai reçu le message habituel, exceptionnellement, nous pourrons distribuer. Donc je pense les avoir demain matin. Donc on va pouvoir vous en distribuer quelques-uns. On vous demande de passer la commande, de m'en faire retour, je vais vous donner mon adresse, avant le 20 décembre, de façon à ce que l'on passe la commande avant le 1er janvier, parce que l'atelier Saint-Michel nous demande 3 semaines de délai pour la livraison, le temps de composer, ce qui nous permettrait de faire la distribution lors de l'Assemblée Générale à fin janvier. Donc vous aurez pour votre commande un sachet individuel demandant ce que vous avez demandé. Avec votre bon de commande, il faut régler votre participation qui sera encaissée par Jean-Jacques. D'accord. Donc l'atelier Saint-Michel nous enverra la facture réduit les 15% que nous ferons donc. C'est bien, hein, bravo, 15%. Hein. On a une question là-bas. Oui. Alors, si on passe la commande, on met pas notre nom, on met... Si, il faut mettre le nom. Ton nom et ton chèque. C'est moi qui recevrai à domicile l'ensemble de la commande, qui ferai les sachets, la répartition, qu'on vous distribuera à l'Assemblée Générale. En fait, Monique va traiter chacune de nos commandes personnelles. D'accord. Ici, tu as ton nom, ton prénom, etc. Tu vas commander 15 paquets de ça. Elle va dire, ah, toi tu veux 15 paquets, mais j'ai un autre qui en veut 20 et l'autre 13. Donc au total, j'ai 40 paquets. Et elle s'embêtera à refaire le dispatch pour te redonner ta propre commande. Nos commandes vont chez Monique. Chez Monique. Non, chez Monique. Et c'est Monique qui s'occupe du reste après. Dans la baignoire, dans... Oui, oui. Mais je pense que la Mais moi qui n'ai pas Internet, là, comment je vais la voir? C'est pas par Internet, c'est par papier. C'est papier. Hein. Tu vas l'envoyer par la poste? Oui. Et le chèque, c'est quel ordre? Il faut envoyer le chèque à l'ordre de l'hospitalité, à DECE Hospitalité. Oui, oui, c'est l'hospitalité qui encaisse. Ce que j'ai fait, Ton adresse. On va vous en montrer là. Voilà, vous avez un petit catalogue avec un bon de commande à la fin. Donc le bon de commande est à me retourner. Je vais vous donner mon nom, mon adresse. Et s'il y en a qui veulent, là on en a quelques-uns, s'il y en a qui en veulent en quantité pour distribuer auprès d'eux, j'ai prévu quelques enveloppes assez grandes. Vous mettez votre nom, votre adresse sur l'enveloppe, le nombre de catalogues que vous voulez, et dès demain ou après-demain ou plus tard, je vous les envoie. Puisque Par Internet, on ne peut pas scanner et puis envoyer par Internet.
pour éviter Non, qu'ils prennent en non, parce que si vous allez sur le lien, vous êtes en lien directement avec Saint-Michel. Nous, il faut que ça passe par nous en interne. Et il faut que la commande soit accompagnée du chèque. Oui. Non, mais la dossier, vous l'envoyez en tant qu'un dossier. L'hospitalité, vous nous l'envoyez à nous, personnellement. Ah, si tu veux qu'on t'envoie le catalogue par internet et qu'on imprime, oui, C'est plus facile. Ça fait moins de frais, surtout ça. Ça fait moins de frais. Alors, ce que je propose, il y a un lien, Monique nous a envoyé un lien qui nous permet de ressortir ça. Non, mais je peux envoyer aux personnes qui ont besoin de me donner, soit vous m'envoyez un mail en me disant je voudrais le bon de commande et le catalogue par mail, et je vous l'envoie. Alors, je pense que les catalogues qui vont arriver de Saint-Michel sont au nom de l'hospitalité avec le lien de commande. Ça va être préimprimé. C'est pour ça que ça a demandé une semaine. On est à un jour près, c'est pour ça. Donc si on en a quelques-uns, là, si vous souhaitez. Ceux qui n'ont pas d'imprimante. Voilà, et puis les autres. Ceux qui n'ont pas d'imprimante. C'est pas, enfin, moi je sais pas, Christelle, tu as réussi facilement à l'avoir, moi j'arrive pas. Moi ça passe pas bien chez moi. Pour ceux qui sont intéressés, vous me faites un petit mail ou vous venez l'écrire sur mon petit carnet et je vous l'enverrai. D'accord. Oui. J'en veux deux. Non, mais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Bon, c'est joindre l'utile à l'agréable, c'est vous faire plaisir avec des choses très bonnes pour la santé, bien sucrées, mais qui sont délicieuses à déguster, avec chocolat, au citron, nature. Vous avez sous sachet individuel emballé, vous avez des mini, vous avez des maxi, vous avez des coffrets cadeaux avec un ensemble de ceux-ci bien présentés. Voilà, profitez-en, vous feuilleterez le catalogue. Et encore une fois, tout passera par Monique. D'accord? Bien, il faut qu'on avance un petit peu. Si vous avez des questions à ce propos-là, Monique est encore avec nous. Vous l'attrapez avant qu'elle s'en aille. D'accord? Je suis désolé, je vous ai empêché de faire la sieste. Est-ce que pour vous, tout est clair dans ce que je vous ai dit? Pas de questions? Alors on va mettre sous pression Christelle, Christine, Patrick. T'es sous pression là pour la tombola, toi ou pas? Tombola. Donc vous n'avez rien à faire, juste à écouter. Croisez les doigts pour avoir le ticket gagnant. Donc je vous invite à sortir vos billets de tombola tranquillement.